commence avec Édouard Dobré, un industriel qui installe en 1830 une sucrerie dans une petite commune du Puy-de-Dôme. Elle fait faillite. 2 ans plus tard, il s'associe avec son cousin Aristide Barbier et monte une fabrique de pompes et de machines agricoles, place des Carmes à Clermont, sur un terrain de 12 hectares. Une des filles de Barbier, Adèle, se marie avec un modeste fonctionnaire des douanes, Jules Michelin, en 1852. Ils ont 3 enfants, André, Marie et Édouard. À la mort des 2 cousins fondateurs, le notaire de la famille reprend en 1864 la gestion de la manufacture familiale. L'entreprise est au bord de la faillite, à la disparition du notaire. Les actionnaires appellent le fils de Jules, André Michelin, en 1886. André pense dans un premier temps redresser l'usine. Il est ingénieur et possède une entreprise de construction mécanique à Paris. Il n'est pas disposé à lâcher la sécurité de ses affaires parisiennes pour l'incertitude d'une usine située dans une petite ville de province. 3 ans plus tard, André appelle son jeune frère Édouard, un peintre qui a été reçu premier au concours de l'école des Beaux-Arts à Paris. Quand il rejoint André, Édouard pense rester seulement quelques mois, et finalement, l'artiste peintre devient gérant unique de l'usine en 1889, alors que son frère reste à Paris. Mais ils s'aimaient beaucoup, hein. Ils s'entendaient très bien tous les deux. Et ils ont épousé les 2 sœurs. Les filles Wolf, grand-père a épousé Sophie et Édouard a épousé Thérèse. Et ça, c'est sa femme, Sophie, ma grand-mère. À cette époque, la région est sinistrée par la crise du phylloxéra, une maladie qui détruit tout le vignoble clermontois. La population rurale n'a plus de travail. L'entreprise Michelin embauche. Un jour, Édouard Michelin a appris qu'était arrivé dans la cour de l'usine un bicycliste avec des coussins d'air. Et il était crevé. Alors ça a intéressé Édouard Michelin qui a réparé. Ils ont passé beaucoup de temps à réparer. Et puis il a eu le temps de monter dessus. Et il s'est rendu compte que c'était extraordinaire. Les 2 frères s'intéressent à la découverte du pneumatique, comme d'autres industriels à l'époque. Les technologies de la mobilité sont à l'ordre du jour en cette fin du XIXe siècle, et les Michelin suivent le mouvement mondial de la naissance de l'automobile. Édouard s'investit personnellement dans la petite usine de Clermont. J'ignorais complètement la fabrication du caoutchouc. Je ne pouvais l'apprendre qu'en interrogeant les ouvriers. Il me fallait avoir avec eux une conversation. Et le meilleur moyen de les faire parler était d'avouer ouvertement mon ignorance. Un jour, ils ont créé une course, Paris-Clermont, qu'on appelait la course au clou. Son grand-père avait été chez un quincaillier à Pouilly, lui avait demandé d'acheter des clous, pas des clous de chevaux, mais des clous de sabots de paysans. Tout le monde a crevé, évidemment, mais les Michelin ont réparé à toute allure et ont continué, alors que Dunlop et les autres, ils sont arrivés bien après à Clermont, fous furieux. À tel point que Dunlop a fait un procès à André Michelin, mais André Michelin a gagné le procès comme c'était lui qui avait organisé la course. Il avait mis les règles qu'il voulait mettre dessus. Charles Théron gagne la course à vélo, Paris-Brest, avec des pneus Michelin en 1891. Après le succès de plusieurs courses, les frères Michelin obtiennent des commandes lors d'une foire industrielle à Londres. En France, 10 000 cyclistes circulent avec des pneus Michelin. André Michelin a l'idée d'utiliser ces pneumatiques, d'abord sur son propre fiacre, puis en essayant d'obtenir la collaboration d'une société parisienne de fiacre. La mode du fiacre sur pneus s'impose dans Paris. Ça paraît rien, mais c'est quelques centaines de pneus ou de paires de pneus à livrer qui, pour l'entreprise, représentent une grosse commande. Et à partir du fiacre, qui est déjà un objet beaucoup plus lourd que la bicyclette, on va passer à l'automobile. En 1894, il y a environ 200 automobiles en France, toutes sans pneus. Les roues à bandage de fer et le caoutchouc plein n'absorbent pas les chocs de la route. Au-delà de 25 km/h, les pièces cassent.
pneumatique, au début, les constructeurs sont réticents. Ils n'y croient pas. Ils savent bien que le véhicule pèse extrêmement lourd et vu l'état des chaussées, ces pneumatiques semblent ne pas devoir résister bien longtemps. André impose à l'entreprise de construire sa propre automobile, qui n'allait pas droit et qu'on a surnommé l'Éclair. Personne ne voulait conduire cet engin qui zigzaguait et qui crevait tout le temps. Alors les deux frères Michelin l'ont fait eux-mêmes, avec des ouvriers qui allaient devant en bicyclette. Les bicyclettes allaient plus vite que les voitures à l'époque. Ils sont les premiers à avoir développé une automobile sur pneus et déclarent avec assurance « Dans 10 ans, toutes les voitures rouleront sur pneumatique ». En 1895, après de difficiles essais, l'Éclair est engagé dans la course Paris-Bordeaux. Avant de partir, Prat avait dit à André Michelin, il paraît que vous avez des coussins d'air sur votre voiture. Mon grand-père est obligé de nous montrer la valve et de dévisser. Bon, écoutez, vous voyez, il y a de l'air. Il a dit, vous êtes très courageux, vous aurez des tas d'ennuis. Jamais mes parents ne sont équipés sur pneus. Mon grand-père a encaissé. Et ils ont fait la course. Et alors c'est Poirard qui a gagné. Les pneus ont fait très vite des progrès. 3 ou 4 mois après, il y avait déjà des pneus qui tenaient beaucoup mieux. Et un jour, monsieur Poirard est arrivé dans les bureaux des frères Michelin très tard le soir. Et alors, je m'excuse de ce que je vous ai dit. À la course Paris-Bordeaux, je vous avais dit que jamais mes véhicules seraient équipés, sauf vos coussins d'air, mais j'ai fait une erreur. En 1897, le nombre de voitures est encore faible, environ 1200. Et le record de vitesse est de 61 km/h. La circulation est dangereuse, les passants ne sont pas encore habitués à ces engins. Les accidents sont fréquents, on réclame déjà une limitation de vitesse. En 1898, devant une pile de pneus, Édouard déclare « Avec des bras, on pourrait faire un bonhomme ». C'est ainsi que naît Bibendum, le fameux logo. Il devient une célèbre vedette internationale qui se transforme selon les cultures du monde entre New York, Tokyo et Sao Paulo. Ainsi, bien avant les Américains, André donne naissance à une forme nouvelle de publicité et contribue à la naissance du marketing à partir de Clermont-Ferrand. Il utilise le premier une technique qui aura ensuite une dimension universelle, la répétition d'un slogan et l'utilisation d'une mascotte. L'entreprise Michelin se présente comme une grande entreprise moderne. Lors d'une augmentation de capital, c'est en 1898, il distribue généreusement un certain nombre d'actions à ceux qui sont alors les principaux fabricants automobiles français. Longtemps, Renault, qui devient la principale entreprise française d'automobile, a été le client essentiel, leur client favori, en France au moins. Dans l'usine, il y avait 2 familles. Il y avait la famille André, avec son fils Marcel, et puis il y avait de l'autre côté Édouard. Et ces 2 familles faisaient bloc. On avait souvent l'impression qu'il y avait les 2 qui formaient un seul bonhomme. Édouard habite dans l'usine. Il n'imagine pas employer plusieurs milliers de salariés quelques années plus tard. Très vite, il met en place une participation aux bénéfices. Elle est librement consentie par le patron qui décide de l'accorder ou pas. Au tournant du 19e siècle, l'entreprise commence à devenir tout à fait ingérable avec les méthodes traditionnelles. À tel point qu'en 1908, Édouard Michelin va chercher à y mettre bon ordre en édictant une consigne pour l'embauche du personnel en 27 articles. Les ouvriers Michelin bénéficient d'un service médical gratuit et d'allocations pour les familles nombreuses et les malades. Lorsque les magasins d'entreprise sont interdits par la loi en 1910, Michelin ouvre des coopératives et les ouvriers trouvent épicerie, boucherie, jusqu'à la fourniture du chauffage. André, avec son génie publicitaire, crée le guide Michelin en 1900. Le but est de faire voyager les automobilistes en mentionnant les restaurants. D'abord imaginées pour le confort des conducteurs, ces inventions seront ensuite très vite utilisées dans le monde entier. En 1910, il propose les cartes routières. Avec le développement de l'automobile, il n'y avait aucune signalisation des routes, il fallait tout créer. Il n'y avait pas de poteau pour indiquer où on était.
Il a fait tout le travail du numérotage des routes, les nationales, les GC, les IC, tout ce qu'on connaît maintenant. André est aussi l'un des premiers à utiliser le sport comme moyen de communication, avec la coupe Otto Gordon Bennett en 1905. Bibendum multiplie les victoires lors des premières courses automobiles. Michelin est une entreprise extrêmement profitable avant 1914. C'est, du point de vue de la fabrication, l'entreprise la plus en pointe. Elle a les prix de revient les moins élevés et dans le même temps, elle impose ses prix. À partir de là, ces bénéfices peuvent être très largement réinvestis à l'étranger en particulier ou dans les campagnes de promotion. Très rapidement, Michelin devient une multinationale. La firme ouvre des filiales en 1906 en Italie à Turin et aux États-Unis à Milton en 1907. André impose Bibendum comme la marque Coca-Cola dans le monde. Il est proposé sur les plaquettes de chocolat, les stylos, différents objets de la vie courante. La demande est telle que la maison n'arrive plus à fournir. Michelin est une société en commandite par action. Ce système original est très peu utilisé. Il est toujours d'actualité aujourd'hui. Dans ce système d'organisation, le gérant est solidairement responsable des dettes de l'entreprise sur ses biens propres. La commandite attribue au gérant un pourcentage des bénéfices. Pendant longtemps, ce pourcentage est considérable, 18%. En quelques années, Édouard a été le principal bénéficiaire de la croissance de la firme. Marcel Michelin, l'un des deux fils d'André, est d'abord formé par son oncle Édouard, qui l'envoie aux États-Unis en 1913, rencontrer l'économiste Taylor et ses disciples. Frédéric Taylor est le créateur de l'organisation scientifique du travail, qui permet d'améliorer le rendement. Il suggère à Marcel de réorganiser méthodiquement les usines Michelin de Milton dans le New Jersey. Son oncle Édouard décide d'appliquer la méthode à Clermont. Il introduit le chronométrage pour contrôler et optimiser le temps et le travail de ses ouvriers. En fait, l'entreprise a utilisé le mythe du taylorisme pour imposer en réalité ses propres normes aussi, ses propres façons d'organiser le travail. Parce qu'évidemment, il fallait s'adapter aux conditions locales, mais il n'y a pas d'originalité forte. Et au contraire, Michelin est exemplaire dans la mesure où on le retrouverait un peu partout. Édouard Michelin attend de l'ouvrier un comportement particulier, l'absence de revendications sur le plan syndical. Jusque dans les années 20, il est clair qu'on maintient l'usine en dehors de l'influence des syndicats. Pour Édouard, les représentants du personnel sont les cadres. Il donne à l'entreprise un esprit, une méthode, une démarche qui vont rester longtemps l'âme de la maison. Vers 1910, il a écrit dans une brochure que son premier acte de patron avait été de renvoyer 3 ouvriers et d'en augmenter à 3 ou 4. Ce qui montre bien la volonté d'être un patron qu'on ne discute pas. André s'intéresse à l'aviation. Il assiste à la projection d'un film montrant le premier vol d'un avion. Il écrit à Édouard, puisqu'un de ses outils a pu quitter le sol. Avant peu, on pourra parcourir de très longues distances dans les airs. Le grand-père voulait faire des avions. Il voulait que ce soit des avions qui servent à transporter des gens et vite transformables pour transporter des bombes pour s'en servir comme arme de guerre. Et les militaires répondaient au frère Michelin, vous rêvez. Son frère lui dit, écoute, t'es bien gentil, avec tes idées et tout, mais moi je suis à Clermont, il y a tout à faire, moi je ne me vois pas du tout me lançant là-dedans, et puis je sais pas, c'est pas notre sort. Et alors c'est à ce moment-là qu'Édouard lui dit, écoute, mais je te propose de créer des prix Michelin, encourager l'aviation. Ils ont décidé, en 1908, de faire le prix du Puy-de-Dôme avec un passager pesant 80 kilos. Et la première année, c'était Farman qui avait fait 2,5 km, et après, c'est les frères Wright, ils ont gagné le prix, et 10 000 francs or, ils étaient très contents. Le 7 mars 1911, l'appareil de Renault et Sonouk survole la ville de Clermont. Les cloches de la cathédrale sonnent à toute volée. Les sirènes de l'usine retentissent. L'événement fait la une.
5000 personnes acclament Renault place de Jaude. André connaissait des tas de gens. Le maréchal Lyautey, c'était un très bon ami. Il connaissait Poincaré. Il allait souvent à la Chambre des députés pour plaider sa cause. Il a fait des conférences sur l'aviation et tout. On lui a proposé plusieurs fois d'être président de la République. Mais M. Michelin avait parlé si bien et tout, vous avez tellement d'idées. Grand-père a répondu, j'ai autre chose à faire que de faire de la politique. Je ne veux pas perdre mon temps. Non, non, non. En janvier 1914, André Michelin pose le principe de la supériorité aérienne, qui permettrait la victoire des armées sur terre. Les Allemands entrent en guerre pour un conflit que l'on croyait clair, mais qui va mettre pendant 4 ans l'Europe à feu et à sang. La France dispose de 120 avions de 14 marques différentes. Michelin les construit au départ à prix coûtant, proposant en même temps créativité, dynamisme et sentiment patriotique. André obtient de son frère que l'usine de Clermont produise des cellules d'avion. Tout de suite, les gens disent « Oh ben, si Michelin se lance dans l'aviation, c'est pour s'en mettre plein les poches. » André était furieux, il dit « Absolument pas. Nous faisons ça par patriotisme. Nous ne gagnerons pas un sou sur la fabrication de ces avions. » Michelin est devenu le plus gros fabricant d'avions du monde à l'époque. C'est fabuleux. Et le système de bombardement a été inventé par la maison Michelin. En 1916, Michelin crée la première piste cimentée au monde pour l'aviation à Clermont-Ferrand. Les usines fournissent 1844 avions de bombardement aux armées alliées, 8600 lance-bombes, 342 000 bombes de calibres divers, dont 27 000 à l'armée américaine. Il crée un hôpital de guerre à Clermont dans les grandes salles libérées de leur stock de pneus. Le personnel de l'entreprise participe aux soins. 3000 blessés sont opérés, soignés, rééduqués. Je sais que ma maman est rentrée très jeune, peut-être 16 ans. À cette époque-là, les gens pouvaient rentrer très jeunes chez Michelin. C'est 1918, juste au moment de la guerre, puisqu'il fallait de la main-d'œuvre et qu'ils ont employé des femmes. Elle habillait des tringles, la partie qui s'accroche sur la jante. Elle mettait de la gomme autour de ces tringles. Et cette gomme devait pouvoir bouger, donc, avec du talc. C'était pas du talc, mais c'était du stéarate, c'est-à-dire une poudre qui fait glisser. À peine l'armistice signé, André met au point les guides Michelin des champs de bataille. 2 jeunes filles s'adressent à Bibendum. « Apprends-nous, Bibendum, la belle histoire de notre délivrance. » André a des mots très durs pour les hommes politiques responsables de la préparation insuffisante de l'aéronautique militaire. Les 2 frères soulignent la ferme volonté de l'Allemagne de ne pas payer les frais de réparation de guerre et d'employer l'argent à se réarmer. Mon père, il aimait la vie au grand air, il aimait l'effort physique. Alors son père lui dit, écoute, on te propose de partir en Amérique avec un docteur. En Amérique, c'était l'hygiène. Alors moi, il n'y a pas d'hygiène. Le médecin vous ordonnait un bain de corps, c'est qu'on était bien malade. Hein. Il est parti 8 mois. Alors il est revenu avec une documentation extraordinaire, bien plus grande qu'il ne pensait. Les sanatoriums, les crèches, la clinique des 9 Soleils, les écoles Michelin, les écoles aérées, c'était fabuleux. Édouard habite toujours l'usine, jusqu'au jour où un responsable des travaux lui dit « Monsieur Michelin, je vais être obligé de faire passer une courroie de transmission dans votre chambre. » À ce moment-là, contraint et forcé, Édouard décide de déménager. Pour contrôler l'embauche et conserver ses salariés, l'entreprise offre des avantages à long terme. Depuis 1916, elle met en place le système des premiers congés payés et les allocations familiales. Elle crée aussi les retraites bien avant l'ensemble des patrons français et les lois sociales de la République. En 1920, l'entreprise s'étend sur les 40 hectares du domaine de Catarou, au nord de Clermont. Marcel Michelin est l'artisan de grands progrès techniques. Le pneu câblé, le confort, le pilote et le métallique. Il est à l'origine de la construction des pistes va-et-vient à Catarou, qui donnent un autre visage à Clermont. Les maisons des cités, sans recherche esthétique mais confortables, sont appréciées alors que beaucoup de quartiers de Clermont-Ferrand restent insalubres. Les premiers occupants sont des paysans devenus ouvriers chez Michelin.
Et le fait de posséder un jardin est une chose importante pour compléter leur niveau de vie. Un employé chargé de l'entretien fait un rapport à la direction, signalant que souvent les baignoires sont utilisées comme des réserves de pommes de terre. Édouard réagit. Ils sont chez eux, qu'on leur fiche la paix. Il faut voir les loyers qu'on avait, c'était des loyers dérisoires. Ceux qui avaient 4-5 enfants, ils auraient payé quoi en ville? Je crois qu'on était à 300 francs en loyer, mais 300 francs d'époque, c'est pas grand-chose. On avait des fenêtres partout, on avait l'eau, on pouvait même prendre des douches. Mais vous aviez des appartements en ville, il n'y avait pas de douche. Hein. Il y avait un lavabo, un évier, puis c'est tout. On venait chercher mes parents avec un camion. Vous voyez, ça c'était le début. Michelin, il s'occupait des... Et pourquoi? Parce qu'ils venaient chercher des paysans. Ils étaient bien vus chez Michelin parce qu'ils travaillaient beaucoup chez eux et ils travaillaient beaucoup à l'usine. Les rues des cités portent des noms évocateurs des références morales et des vertus chrétiennes, comme si l'éducation du peuple travailleur se poursuivait hors les murs de l'usine. Rue de la charité, de la foi, du courage, de l'espérance, de la fidélité, passage de la bonté. Il encourageait ses ouvriers à avoir une belle famille, beaucoup d'enfants. Il n'aimait pas trop les gens qui divorçaient, mais c'est pas si mal. Et la vie privée compte beaucoup sur l'ambiance du travail et tout. Je suis pas rentré chez Michelin, je suis né chez Michelin. Mes parents étant Michelin, il y avait l'odeur Michelin, que moi j'ai senti, surtout ma maman, mais la vraie odeur Michelin, c'est l'odeur du caoutchouc lui-même. C'est du caoutchouc cru, vous comprenez, qu'on travaille. Alors elle arrivait à la maison. À la maison, ça sentait le caoutchouc. Ça sentait donc Michelin. Nous, on était formés, les Michelin, pour entrer à l'usine. On allait jusqu'au brevet. Les filles, elles avaient la sténodactylo, des trucs comme ça, donc pour être secrétaire. Et automatiquement, dès la sortie, dès la fin, on était embauchés. Les garçons, c'est pareil. Il ne fallait pas craindre la sévérité. C'est d'être toujours à l'heure. C'est de bien se tenir. C'est de recevoir une claque. C'est se faire tirer les cheveux. Voilà, c'est tout ça. Il fallait vraiment, pour parler au maître, il fallait savoir le faire. On nous a appris tout ça. Il fallait être correct. Et attention, chrétien, mais comment je peux dire, pas de mauvaise pudeur. Tous les garçons nus pour se laver. Les rideaux tirés, ouverts. Par contre, pour descendre la piscine, la baguette, et on montrait les pieds. On ne va pas dans une piscine avec des pieds mal lavés. Un coup de baguette sur le pied et retour pour se laver les pieds, frotter. Les femmes de mes grands-parents, surtout Madame Édouard Michelin, s'occupaient des écoles Michelin. Dans toutes les cités, il y a une église, il y avait un prêtre. Dans toutes les écoles, oui, c'était catholique, oui. Le modèle paternaliste a mauvaise presse en France. Le bagne industriel, l'expression qui sert à désigner l'usine pour la gauche clermontoise, ça fonctionne très bien comme modèle d'opposition, comme contre-modèle. Et donc il y a ceux qui adhèrent au modèle, il y a ceux qui n'y adhèrent pas. Quand mon père est décédé, Michelin a loué, une maison, un appartement à ma mère avec un petit jardin, pas trop loin de son travail. On avait l'impression d'être dans une famille. D'ailleurs, vous savez, quand quelqu'un vous rend des grands services, quand ma mère est restée veuve avec 4 enfants, eh bien, Michelin était là. Il nous donnait le salaire, mais il repartait dans les copés. Dans les machins, ça faisait un truc, bien sûr. Alors c'est ce qu'ils disent, le paternalisme. Mais quand même, on avait des cités propres, correctes, on avait l'air. C'était pas... Bon, on n'était pas riches, bien sûr. C'était tous des ouvriers. Il y en avait qui étaient 8 enfants dans les cités. Mais il fallait bien qu'ils vivaient quand même. Hein. Et avec des petits loyers comme ça, bon. On n'a pas eu les allocations tout de suite, mais maman les a eues, je sais pas quelle... Oh, je me rappelle plus en quelle année qu'on les a données, les allocations. Mais c'était pas l'État encore. Hein. C'était Michelin qui donnait un petit quelque chose. Michelin construit plusieurs équipements, une piscine, des cours de tennis, des salles d'escrime et gymnastique, un stade et une salle des fêtes. Marcel, passionné de sport, est à l'origine de la création de l'ASM, l'Association sportive Michelin.
Édouard Michelin était très connu par les ouvriers parce que c'est un patron qui, à 5 heures du matin, était sur le tas. Mon père avait travaillé pendant 1 an à peu près comme chauffeur. Il parlait d'Édouard Michelin comme un type qui se jetait de partout. Le père Édouard Michelin, je l'ai vu, j'ai pas parlé avec lui, mais c'était quelqu'un de très sévère et très paternel pourtant. Un peu hautain. C'était pas antipathique. Oui. C'était le patron, et non, mais on le connaissait, alors on savait que c'était le patron. Édouard décide d'adopter une démarche pensée et systématique pour que ses employés se sentent solidaires de la maison. C'est le début du management. Aussi, il sélectionne la main-d'œuvre en lui inculquant le sens de l'entreprise, l'esprit maison. Il est dit à chaque nouvel arrivant: l'esprit Michelin est un esprit de progrès et de qualité qui doit vous guider vous-même dans vos travaux, même les plus modestes. Sachez qu'à l'usine, on aime la discrétion. Un bavardage inconsidéré peut coûter cher à la maison. Je peux vous raconter une anecdote dans un atelier qui était secret. Atelier de... Non, je ne vais pas vous dire le nom, là, les lettres, mais c'est un atelier de fabrication des pneus. Et puis, un vieux monsieur rentre dans cet atelier et quelqu'un est venu le voir. « Monsieur, je vous demanderai de sortir immédiatement. C'est un atelier secret. » Édouard Michelin ne lui a rien dit. Il est sorti. Par contre, il a eu une prime à la fin du mois. Il n'a pas compris pourquoi. Et on lui a expliqué que c'était bien ce qu'il avait fait. Et pourtant, il avait sorti le patron de l'atelier. La crise financière américaine de 1929 est la conséquence d'une bulle spéculative boursière à New York. Cette crise entraîne d'abord la fermeture des usines Michelin aux États-Unis, avec des centaines d'ouvriers au chômage. Au cours des années 30, elle s'étend progressivement au monde entier, les économies étrangères étant déjà dépendantes de la puissance américaine. La même année, Marcel Michelin invente la Micheline, un autorail équipé de pneus spéciaux et dont la carrosserie est inspirée des techniques légères de l'aviation. Pour assurer la promotion de son invention, Marcel pilote lui-même en 1931 le parcours Paris-Deauville à 110 km/h. Dans cette période commercialement difficile, on propose à Édouard Michelin d'établir une étude de suggestion. L'expérience se limite à 2 départements. La situation est contrastée. Dans le département A, elle est franchement mauvaise. Dans le département B, elle s'améliore, mais sur l'ensemble, cela donne une bonne moyenne. Édouard, pince sans rire, répond: « Si je vous ai bien compris, pour vous, quand dans un ménage le mari a la colique et que la femme est constipée, cela fait une bonne moyenne. » Édouard, il plaisantait souvent. Et ils aimaient bien raconter des histoires un peu salaces, si vous voulez. C'est quand on allait manger chez eux, ma mère, de temps en temps, nous bouchait les oreilles pour pas entendre ce qu'ils racontaient. Je l'ai bien connu à Pignolet. Enfin, il était déjà à ce moment-là assez fatigué. Il n'avait plus l'entrain qu'il avait avant. Il avait abandonné toutes ses fonctions importantes. Il allait voir son frère, il plaisantait, il parlait affaires. Tout ce qui est fait à l'usine est le fruit d'une collaboration intense entre les 2 frères. Ils s'écrivent chaque jour. Édouard dit: « Sans André, je n'aurais sans doute jamais eu le culot d'aller au-delà du pneu vélo. » André répond: « Le champagne c'est Édouard, moi je suis la mousse. » Proche de sa mort, André écrit: « Si j'avais 40 ans, je lâcherais les pneus et m'installerais entrepreneur de transport aérien. » Le 4 avril 1931, André disparaît en pleine crise économique. Son décès est largement couvert par la presse et le monde de l'aviation. J'avais 10 ans. Alors je me rappelle, oui. Enfin, c'est des souvenirs d'enfant. Alors que son frère, je l'ai beaucoup mieux connu après. Et il nous recevait dans son hôtel particulier, rue Ampère, pour Noël. Je me rappelle de sapin qui montait, il avait une grande pièce. On avait toujours de très beaux cadeaux, c'était des Citroën mécaniques à l'époque, avec des même changements de vitesse.
La joie de grand-père, c'est de voir un de mes frères qui avait laissé la voiture dans un coin et qui jouait avec la boîte en carton. Édouard accélère la formation de son fils aîné Étienne, qu'il a nommé co-gérant de l'entreprise dès 1928. Étienne s'inscrit en 1932 pour disputer le prix Michelin, après avoir passé secrètement son brevet de pilote à Vichy. Une violente bourrasque entraîne son appareil. Il est tué sur le coup. À la mort tragique de son fils, Édouard interrompt tout développement en faveur de l'aviation. Son second fils Pierre remplace Étienne à la cogérance. Pierre Michelin prend aussi la direction des automobiles Citroën, entreprise très innovante, avec un proche de la famille, Pierre Boulanger, en 1935. La reprise de Citroën est un risque financier périlleux pour Michelin. Sans la jeunesse et le talent de son fils, Édouard ne se serait pas risqué. Pierre Boulanger a été introduit à l'usine par Marcel Michelin en 1919. Il est à l'origine de la création du TPV, le tout petit véhicule qui deviendra plus tard la 2 chevaux. Ce véhicule doit être capable de transporter 4 personnes, 50 kg de pommes de terre, pour une consommation de 3 litres au 100. Les premiers prototypes roulent en 1937. Pour Boulanger, ce véhicule doit permettre au plus grand nombre d'accéder à l'automobile. La crise américaine de 1929 a des conséquences en Europe. Le chômage explose. La récession contraint Michelin à débaucher. De 18 000 en 1927, les effectifs passent à 8 100 en 1936. Mon grand-père, mon père et mon oncle, tous les 3 ont été licenciés en 31. Ça a été terrible, 31. Alors mon grand-père, il n'était pas vieux, il était né en 80, vous voyez, donc il avait 50 ans. Hein. On l'a jamais repris. Et puis papa, on l'a repris qu'après ma naissance. Michelin l'a repris en 36 ou en 37, je ne sais plus. Pour la première fois, les firmes américaines, mais aussi allemandes, se trouvent capables de concurrencer Michelin sur le produit. Michelin réagit en remettant en question tout ce qu'il a fait jusque-là. Ils reprennent à zéro un ensemble d'études pour créer une industrie pneumatique sur des bases plus scientifiques. Il y a un double mouvement dans les années 30. Sur le plan social, les choses vont extrêmement mal, alors que sur le plan technique, l'entreprise se redresse. Michelin continue sa progression, crée des nouvelles usines, plusieurs en Europe, mais aussi à l'étranger. En France, les partis de gauche s'unissent contre les tentatives de l'extrême droite pour installer un régime à la manière des modèles des dictatures européennes. Une explosion sociale s'installe jusqu'à la mise en place du Front populaire. Le 24 février 1936, pour la première fois, Édouard voit le drapeau rouge flotter sur ses usines. Il se pensait à l'abri, après avoir tout fait pour le bien-être de ses ouvriers. Les commerçants de Clermont soutiennent les grévistes. Le conseil municipal vote des fonds de secours pour les ouvriers en difficulté. Michelin exerce des pressions sur les familles des syndicalistes, refuse de les recevoir et accepte seulement de rencontrer les ouvriers. Édouard doit aussi gérer avec son fils Pierre la grève des 22 000 ouvriers chez Citroën à Paris. C'est François Michelin qui raconte dans ses souvenirs comment la manifestation de 1936 qui était passée sous ses fenêtres avait pu le marquer profondément. C'était la gauche complètement à gauche, à l'œil rouge, quoi. Pendant les guerres de 1936, c'était horrible. Hein. Je ne me rappelle pas, mais je me rappelle ce que mes parents nous ont raconté. J'ai des voisins qui étaient qui étaient plutôt contre les grèves, bien sûr. Alors d'autres qui étaient enragés de l'autre côté. Quand ils passaient à côté, ils criaient « ça pue le renard, ça pue le renard ». Vous voyez, des trucs, vraiment, il y avait un peu de haine en 1936 pour les grèves. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas raison de faire la grève, si, parce que quand même, il y avait peut-être bien des malaises. Hein.
Parce qu'en 1936, on a quand même connu les congés un peu plus. Il n'y avait pas grand-chose. Je ne me rappelle pas combien que c'était les congés chez Michelin. Je ne m'en rappelle pas. Moi, quand je suis rentré, il n'y avait que 15 jours. Hein. Mais quand même, il y avait... Ah si, quand même, vous savez, dans les ateliers, c'était assez gauchiste. Hein. Si, faut dire la vérité. Non, mais ça, c'est le Parti communiste. Papa était furieux, je me rappelle. Il rentrait clairement en disant, mais les gars, c'est pas des ouvriers. Le Parti communiste, qui était très riche à l'époque, payait des gars à Paris, le train, pour venir à Clermont faire communiste. Alors papa les voyait dans la rue, mais toi, t'es pas... Non, moi, je suis communiste. Mais 36, c'était affreux, hein. Pour la classe ouvrière, ce premier conflit se termine en succès. Le Front populaire adopte la loi sur les 40 heures et les congés payés. Un des gendres d'Édouard, l'un des principaux collaborateurs, en conteste l'application à l'usine. Édouard lui demande de se soumettre ou de se démettre. Il est obligé de le faire, ce qui provoque quelques remous dans la famille. Pierre Michelin, le second fils d'Édouard, disparaît à son tour en 1937, à la suite d'un accident au volant d'une voiture d'essai. Édouard se retrouve seul et demande à un autre gendre, Robert Puiseux, de partager avec lui la direction du groupe avec Pierre Boulanger. Édouard porte maintenant ses espoirs sur son petit-fils François Michelin. François est né en 1926. Après la disparition de son père Étienne et de sa mère, il est élevé à Clermont-Ferrand chez sa grand-mère, Madame Édouard Michelin, et par sa tante, Marthe Rollier. À l'âge de 11 ans, il est désigné comme héritier futur par son grand-père. La fin des années 30 est marquée par ces drames. C'est aussi l'époque d'importants travaux de recherche et d'innovation, comme le pneu métallique et le pilote. C'est la première fois où on réussit dans un pneu à associer le caoutchouc et l'acier. Depuis septembre 1939, l'entreprise intensifie la fabrication de pneus poids lourds et des masques à gaz destinés aux champs de bataille. 10 000 ouvriers travaillent dans les usines de Clermont. Bien qu'affaibli par l'âge, Édouard garde la main sur les affaires. Il est l'artisan d'une dernière tentative industrielle et patriotique en faveur de l'armée de l'air. Plusieurs prototypes d'avions de chasse apparaissent. Après le débat, je revois toujours mon oncle Robert Puiseux, arrivant chez mes parents, sale, mal rasé, en loques, pleurant, dans les bras de leur sœur, ma mère. Non mais c'est affreux. On est des lâches, on a foutu le camp comme des lapins. On est foutus. Ils étaient complètement déprimés à ce moment-là. Michelin est en plein élan productif quand la France est vaincue par l'Allemagne en 1940. Le pays est partagé par la ligne de démarcation et les usines de Clermont sont dans la zone sud sous l'autorité du régime de Vichy. Une première pénurie se fait sentir, les stocks s'épuisent. Édouard entreprend de négocier la fourniture des matières premières pour ses usines, directement avec les Allemands, mais rien n'aboutit. Le 25 août, il disparaît à l'âge de 81 ans. Dans cette période de guerre, son décès passe inaperçu. Édouard est enterré dans la commune proche de sa maison familiale, à côté de ses deux fils, Étienne et Pierre, et de son frère André. Son gendre, Robert Puiseux, prend les commandes de l'entreprise. Comme Édouard Michelin, Puiseux est un homme discret. Il dit « À 2 on travaille, à 3 on bavarde, à 6 on fait de la politique ». Ce Puiseux, c'est le frère de ma mère. Il était très discret. D'abord, Michelin a toujours été très discret. Et il l'était encore plus là, à ce moment-là, parce que la situation n'était pas facile. En 1940, l'usine était occupée par les Allemands. Il fallait faire des pneus pour les vainqueurs. En 1941, la résistance s'installe dans l'usine. Le gouvernement de Vichy bloque le salaire. Puiseux et Boulanger décident de donner des pneus gratuits aux ouvriers qui organisent à leur tour un important marché noir. Marcel, sous couvert de l'association sportive Michelin, crée un refuge et met en place des groupes pour leur permettre de rejoindre la France libre. Durant quelques mois, en 1941-1942, une tentative de coordination à l'échelle européenne de tous les fabricants de pneumatiques avait été tentée. Tentée à l'initiative des Allemands et même à l'initiative du Führer lui-même, à tel point que Robert Puiseux se voit convoqué à Berlin par le Führer pour être convaincu de participer à cette entente. La direction de l'entreprise, forte de son avance technologique face à ses concurrents allemands, refuse de s'engager dans des accords de coopération, quitte à perdre plusieurs de ses usines qui passent sous contrôle allemand en Europe.
En 1943, Marcel Michelin est dénoncé. Arrêté et déporté à Buchenwald avec son fils Jacques. À la fin de 1944, 5 membres de la famille Michelin sont dans des camps de concentration. Marcel est transféré en décembre dans un camp d'extermination. Son exécution prend la forme d'une douche glacée, où il est laissé ensuite nu dans la neige avec d'autres prisonniers. Oh là là, le bombardement. Ah, je l'ai encore en vue. Je l'oublierai jamais. On avait les remorques, les fameuses remorques Michelin, et dedans, on avait tout préparé, les papiers, tout ce qui était important. On n'avait pas de bijoux, c'est pas la... bon. Puis un peu de marchandises, un peu des draps, des bricoles. On ne sait jamais si... Et alors, on est parti dans les côtes de Chanture, en hauteur, et d'un seul coup, quand on a vu tomber les bombes, d'ailleurs, il y a un éclat qui est tombé pas loin de papa, un morceau de ferraille, de Catarou, qui a été envoyé. Je vois les fusées éclairantes qui sont tombées devant nous, et puis les flammes, alors parce qu'il y avait de la benzine quand même au noir. Alors quand ça tombait là-dessus, il y a quand même eu des morts. Le directeur de l'école de Chantrane est mort avec sa femme et sa fille. Papa, il avait une amie d'enfance qui a été tuée aussi. Puis alors les cités abîmées. Nous, on a eu le plafond d'une chambre qui est tombé. Les cartes Michelin, adoptées par l'armée française dès 1938, sont des outils fiables, appréciés par la résistance. Le War Department des États-Unis s'en sert pour la préparation des débarquements alliés en France, avec l'accord secret de la direction Michelin. De leur côté, les Allemands utilisent aussi ces cartes pour la préparation d'une éventuelle invasion de l'Angleterre. Le général de Gaulle, que l'on sait critique envers l'attitude des patrons pendant l'occupation, félicite en personne les dirigeants de l'usine. L'armée américaine remercie officiellement Michelin, cité parmi les rares entreprises françaises à avoir eu un comportement exemplaire pendant la guerre. En 1946, Michelin invente le pneu radial, qui révolutionne le monde du pneumatique. L'entreprise va prendre une avance considérable sur ses concurrents. Si la carcasse ne veut pas suivre, il faut la supprimer. C'est par cette boutade que Marius Mignol, simple technicien, invente le radial. Ce pneu est composé d'une carcasse souple, disposée en arceau droit, avec une ceinture métallique pour stabiliser la bande de roulement. Plus performant, il trouve preneur à tel point que l'entreprise peut s'engager sur le marché américain. Le pneu idiot, comme il s'appelait chez Michelin, c'est le pneu radial. Vous avez des pneus radio sur votre voiture, avec des fils qui sont radio. Alors que un pneu était toujours fait, il y en a encore certainement, avec des nappes croisées. Croisées, c'était solide. Mais autrement, ça ne pouvait pas marcher. Alors, ils sont allés vers quelque chose de fantaisiste, en disant oui, il faut les croiser, mais à quel angle parce qu'il y avait des angles qui étaient tout à fait précis. Et si on n'arrivait plus à avoir d'angle du tout, bon, c'est idiot, et bien, ils ont essayé. Une importante grève éclate en 1950, suivie par plus de la moitié des ouvriers. Elle s'engage sur le refus de Michelin d'appliquer la loi sur les conventions collectives quant à la libre négociation des salaires. Il s'agit de passer de la lutte de classe pour le beefsteak à la lutte de classe pour un changement de société, selon l'expression du syndicaliste Charles Tissier. Les rapports se tendent, puis eux restent fermes et n'accordent pas l'augmentation de 20% demandée sur les salaires. La grève dure 63 jours. L'entreprise finit par accepter 8 francs d'augmentation, plus une prime pour la reprise du travail. Ces années sont marquées par les revendications en matière de salaire et de pouvoir d'achat. Les acquis de 1936, repris dans la loi de février 1950, structurent les conflits jusqu'au début des années 60. Pierre Boulanger se tue au volant d'une voiture d'essai.
Puiseux devient à son tour président de Citroën. Il sera l'homme d'une autre voiture mythique, la DS-19. En 1955, François Michelin a 28 ans. Il est nommé co-gérant par son oncle Robert Puiseux. Il attendra 1959 avant de prendre totalement les rênes de l'entreprise. Je suis allé travailler à charger les wagons avec les pneus Michelin, roulés à la main. Et j'ai vu un grand monsieur à côté. Il m'a même fait rire tellement il était grand et maigre et qui donnait à l'ouvrage. Et j'ai dit aux autres, mais vous avez vu ce monsieur-là, il donne, hein, il en veut, il est courageux, mais il est maigre pourtant. Ils m'ont dit, c'est notre patron. C'était un grand bonhomme, là, mais on savait pas qu'est-ce qu'il vient faire, ce gars-là. On savait rien du tout. Et pendant le casse-croûte, à 8 heures, il faisait du matin, à 8 heures, il y a des ouvriers qui lui disaient « Tiens, tu veux pas boire un canon ?»« Non, monsieur, je bois pas. » Bon. « Et tu veux rouler une cigarette ?»« Non, monsieur, je fume pas. » Et souvent, on disait « Mais qu'est-ce qu'il vient faire ce mec-là ?» C'est assez drôle d'avoir ces réactions. Mais si vous voulez, on a vite vu que c'était un patron. Grand, un peu voûté, habillé comme tout le monde, hein, pas d'élégance monstrueuse, il était propre et puis voilà. Mais on n'aurait pas dit un patron. Hein. C'était quelqu'un qui a été élevé à la dure. C'est pas parce qu'il était le fils du patron ou de la famille du patron qu'il avait des avantages. Non, il a fallu qu'il travaille énormément. Je ne parle pas des études, je parle après surtout. Il a fallu qu'il apprenne tout le travail et il était humble, très humble. Essentiellement, il va poursuivre la politique de son oncle, donc Robert Puiseux, et par bien des aspects, il va amplifier un mouvement que son oncle n'avait probablement pas l'autorité de mettre en œuvre totalement, c'est-à-dire l'internationalisation à marche forcée de l'entreprise, le développement à marche forcée, qui signifie, du point de vue du groupe familial, une prise de risque considérable. Je suis entré, moi, en 62, et ça s'est passé quelques temps après. Il était encore en stage quand je suis entré, donc probablement 64, 65, quelque chose comme ça. Nous, on travaillait pour que l'automobile progresse, pour que le pneumatique progresse. On ne travaillait pas pour Clermont-Ferrand ou pour la France. C'était pour nous l'intégration de l'international, faisait partie du métier en quelque sorte, puisque ce métier n'avait rien de national. François profite du succès du pneu radial et se donne pour mission d'augmenter la production. Il tient davantage de son grand-père Édouard que de son grand-oncle André. Il garde le culte de la discipline, de l'économie, du travail bien fait. Pas de luxe apparent, mais de la discrétion. Alors je suis rentré en mai 63. Ce qui m'a frappé, c'était la taille, le fait que chaque individu semblait avoir bien sa place. On avait tout à apprendre finalement de cette histoire de Michelin et de ce mode de fonctionnement. C'est vrai qu'à l'époque déjà, tout le monde ne s'y adaptait pas. Généralement, il ne restait pas chez Michelin, ceux-là. Quand on m'a demandé qu'est-ce que je désirais faire, j'ai dit écoutez, n'importe quoi, tout sauf la comptabilité. Et je suis rentrée pendant 3 ans à la comptabilité. On y rentrait souvent parce qu'on était recommandé par quelqu'un. Ça, c'était très bien, c'était une très très bonne idée. Il y avait une enquête de moralité sur les gens qui rentraient chez Michelin. Quand je suis arrivée donc au service comptabilité, on me donne un crayon, puis alors on me donne une sorte de coupe-chou là pour le tailler. Alors en comptabilité, il fallait écrire quand même bien finement, donc il fallait tailler souvent ce crayon. Malheureusement, je cassais fréquemment mes mines. J'étais même plutôt du genre à bien casser. Donc il fallait ramener la fin de son crayon pour avoir droit à un nouveau crayon. Des phrases comme ça, vous avez probablement lu les petits recueils des phrases d'Édouard Michelin. Un jour, il passe dans le bureau d'études où on dessinait des bâtiments pour l'entreprise. Et puis, il dit vous faites quoi là? Elle dit je suis en train de dessiner les chiottes, les toilettes. Il dit c'est quoi ça? C'est du carrelage. Il dit votre carrelage va jusqu'au plafond? Oui, monsieur, ça fait propre. Il dit moi, je pisse pas jusqu'au plafond. Dehors.
Voilà, et dès comme ça, il y en a à l'appel. Donc, je veux dire, c'est une sorte d'exigence. Là, en l'occurrence, c'est de l'économie, mais c'est vrai pour tout aussi. Et c'est surtout venu pour le produit imposé, j'allais dire, par la consistance même du pneu radial et du pneu X, qui imposait ça. Donc ça tombe bien parce que Michelin a été capable de le faire. Une autre société, peut-être, ayant inventé ce pneu, n'aurait pas eu la capacité de le faire. C'est même risible, mais c'est comme ça. Nous, je vois au courrier, on avait beaucoup des petites épingles, vous savez, les épingles pour attraper le... Eh bien, on avait un aimant, et le soir, on ramassait avec les mains, si on pouvait récupérer l'économie des enveloppes, par exemple. On avait 3 enveloppes pour la même maison. Et si, par exemple, la lettre qui était dedans ne dépassait pas le poids, bon, on les ressortait, on les remettait dans une seule enveloppe. En fin de journée, vous aviez ce qui pouvait arriver, 100 timbres en moins. Ben, écoutez, pour la maison, c'est une économie. Il fallait faire des économies. Papa avait un salaire d'ouvrier. Il est évident qu'on n'avait pas les moyens d'aller poursuivre les études à Saint-Étienne, à Paris ou à Lyon. La voie toute tracée, c'était Michelin. Tout était gratuit. On était même encouragés. Je touchais un salaire à partir de la seconde, en fonction des notes. Je suis rentré par la petite porte pour terminer cadre. Oui, donc on avait cette possibilité à l'usine de se faire ce qu'on appelle une carrière. Peut-être moins importante, bien sûr, que si j'étais sorti de l'ENA. Hein. D'accord, mais ça n'est plus possible, ce genre de choses. On vous faisait faire des stages sans arrêt chez Michelin pour vous adapter à ce que vous aviez à faire. On ne perd pas du temps au téléphone. On fait un stage pour savoir répondre au téléphone. On appelait les ouvriers des agents. Et après, les employés, c'était les collaborateurs. Donc, je ne suis pas passé tout de suite, mais après, je suis passé collaborateur. Quand on passe collaborateur, il y avait une clause pour laquelle vous êtes rémunéré pour le secret. On connaissait des choses, il ne fallait absolument pas les divulguer. Quand je suis parti de l'usine, j'avais la clause, j'ai touché une somme de secret. Qui dit secret dit forcément boîte hermétique, fermée, donc intérieur comme extérieur. Ça veut dire que chaque atelier est complètement hermétique. Donc on va très bien peut-être faire une opération dans l'atelier A qui est nuisible à celle suivante dans l'atelier B dans l'enchaînement. On ne rentrait pas facilement du tout. Bien sûr, c'est ça qui faisait dire à mes enfants, c'est la prison. J'étais dans un bistrot, place de Lille. J'étais en train de siroter un Diabolo grenadine. Et je ne sais pas qui, 2-3 jours après, on dit « Il ne faut quand même pas vous afficher à la terrasse de bistrot en train de boire des canons. » Alors ça m'a un peu étonné, mais en guise de canon, lui il pensait à un verre de rouge, et moi je pensais grenadine. Michelin a été contraint de faire de la qualité et de la discrétion à partir du moment où il a décidé de mettre sur le marché le pneu X, parce que c'était un produit extrêmement original, dont on ne voulait pas donner les clés à des concurrents trop rapidement. On a quelquefois chez Michelin, ici à Ladoux, 2 ou 3 constructeurs concurrents ensemble, qui venaient travailler sur nos pistes et qui nous faisaient confiance, qui savaient que le travail qu'on faisait avec l'un n'irait jamais chez l'autre. Et pour ça, vous savez, c'est une réputation qui ne peut se construire qu'au fil des décennies, par de la rigueur et par faute, défaut, zéro. Vous faites une fois une faute, une fois vous manquez à ce genre de discipline, vous êtes laminé, c'est fini. Michelin, pour moi, c'était une sorte de référence, quoi. Et ça a été un peu ma fierté quand j'ai été embauché, quoi. Le gars qui m'a embauché, il a simplement dit, vous savez, nous, on met personne à la porte. Et ça, c'est textuellement. On met personne à la porte. Mais quand, en fin d'année, vous vous apercevez que vous avez moins d'augmentation que vos collègues, vous avez vite compris. Oh, vous savez, dans notre métier, moi je suis voyageur de commerce, on roule vraiment par tous les temps, de jour ou de nuit.
Et pour pouvoir rouler vite, même sur route mouillée, c'est pas compliqué. Il n'y a que Michelin XAS. J'aime la vitesse, croyez-moi, mais avec de bons pneus, sinon pas question. Quand on m'a parlé des pneus Michelin XAS asymétriques, j'ai voulu voir. Pas de problème, ils sont terribles. Eh bien, voilà un homme convaincu. Oui, je pense que les pneus ont une importance capitale pour ce qui est de la sécurité. Personnellement, j'ai des Michelin XAS asymétriques et c'est remarquable. Et sur un puits, la nouveauté, c'est mon mari qui m'a conseillé. Il sait que je conduis bien. Vraiment, il a raison hein, quand il dit qu'avec les Michelin XAS, on colle à la route. Regardez, concluant, hein. Ici, nous habitons dans un système Castor. C'est un groupe de personnes qui se rassemblent pour construire leur maison. Donc c'est Michelin qui nous a permis de construire nos maisons, la maîtrise, les plans, le patron, il y avait un chef de chantier. Et il s'occupait de tout, de commander le matériel. Nous venions avec nos bras. On nous demandait une petite participation pour le petit outillage. Marteau, les manches d'outils, les choses. C'était une petite participation. Mais Michelin s'occupait de tout. Il fallait être courageux, il fallait faire sa journée à l'usine et faire des heures supplémentaires pour faire sa maison. Mais non seulement on avait une maison, mais on avait acquis beaucoup de choses sur tous les métiers qui servent à fabriquer une maison. Donc ça, c'était intéressant. En plus, on connaissait notre maison puisque on l'avait construite, pas seul, avec les autres personnes du groupe, mais on connaissait, moi je peux vous donner l'épaisseur des parpaings qui font ma maison. Vous voyez, la 2 chevaux par exemple, elle a été faite dans un esprit le plus simple possible pour un paysan. Et ben, le Castor a été fait dans ce sens-là. Et puis il s'est amélioré, puis le 2 chevaux aussi. Et au début, il ne mettait pas les papiers peints. Je ne sais même pas s'il mettait les volets. Oui, c'était une maison qui revenait à très bon marché. Ici, je suis chez moi. Et Michelin s'est arrangé pour m'avoir des prêts un petit peu partout. Et pendant 25 ans, j'ai payé ma maison. Une explosion de colère envahit la France en mai 68. À la suite du soulèvement des étudiants, la classe ouvrière devient de plus en plus combative. Les mouvements entraînent une grande révolte qui dépasse les grèves de 1936. J'étais à l'usine de Tours à l'époque. L'organisation Michelin était très centralisée sur Clermont-Ferrand. Le fait que Clermont-Ferrand soit en grève et que les usines soient occupées, on était privé de toute information et de tout approvisionnement de l'usine. Donc il a fallu qu'on se débrouille pour aller chercher les approvisionnements en Allemagne, en Espagne, etc. Donc ça a été une période assez particulière que j'ai vécue au cours de ce mois de mai 68. On avait les clients en direct et les clients en direct qui disaient l'usine ferme, ça y est, les ouvriers arrivent, je ne peux plus vous parler, c'est la grève. Alors là, il fallait surtout bien noter tout ce qui se passait parce qu'il y avait des camions qui étaient en cours de route, des camions qui étaient bloqués, des marchandises qui avaient été facturées et puis qui n'étaient pas arrivées. Donc il fallait tout noter les incidents. Et toute la journée, on avait des clients un par un qui nous disaient on arrête, c'est fini, l'usine est fermée, l'usine est fermée. Et après, faire repartir toutes les usines. Ça a quand même été un moment très très difficile. On tenait l'usine Michelin, nous les employés, sous la coupe d'un grand patron qui était connu pour être un des plus durs de tout le patronat, de tout le CNPF à l'époque, de tout le patronat français. Nous étions les maîtres de son usine. Il y a eu une espèce de sentiment de libération. D'abord, ce qui était interdit, on le faisait, c'est-à-dire qu'on allait d'un atelier à l'autre. C'est un peu quand on parle du paradis et puis qu'on se dit oui, c'est bien beau le paradis, mais qu'est-ce que c'est, comment... Et là, on avait la possibilité de toucher ce paradis-là, de le vivre. J'étais au courrier, oui. Ah oui, c'est là qu'il y a eu des coups de... pas de couteau, mais de lames de rasoir sur les vestes et à la rentrée, quoi. Alors après, on a quand même fermé carrément l'usine, on n'a plus été travailler. Mon chef a eu son blouson de cuir cisaillé. Il nous attendait avec une haie. Et en plus, ce jour-là, j'avais un copain qui faisait partie du syndicat, mais c'était son droit, il était très gentil. Il m'a dit, dépêche-toi parce que ça va barder tout à l'heure. Alors on s'est sauvés en vitesse.
Quand les collaborateurs rentraient, ça ne m'est pas arrivé, mais beaucoup d'ouvriers leur crachaient dessus, oui. Oui, il y a eu quand même quelque chose là d'assez dur. Hein. Mais l'anarchie, je ne supporte pas. Alors, est-ce que ça vient de Michelin? Est-ce que, je ne sais pas, ou mon caractère, je ne sais pas. Mais l'anarchie, je ne supporte pas. Vous voyez, 68, comment il disait il est interdit d'interdire. Bon, c'est complètement ridicule. Alors, quelqu'un rentre chez moi, il prend ma télévision, ça lui plaît, il dit « Bon, j'ai le droit de la voir, la télévision, pourquoi toi et pas moi ?» Eh bien non, c'est pas possible. Moi, j'ai travaillé pour la voir, c'est la mienne. Donc, je tolère pas ce genre de choses, non. 68 a propulsé le syndicalisme Michelin d'une façon assez considérable. Mais le ballon s'est dégonflé après. C'était pas un pneu Michelin, c'était un pneu qui se dégonflait. Ils ont essayé d'avoir des contacts avec lui. D'ailleurs, il y en a qui disaient, mais c'est pas possible. François Michelin, lui, il faut qu'il se mouille, il faut qu'il s'engage au titre de sa boîte. Mais il y a toujours eu que des contacts avec des sous-fifres. Il faut voir, dans une usine, à cette période-là, vous aviez un gars qui était sanctionné, ou vous aviez un problème de locaux trop chauffés ou trop froids, il y avait tout de suite une grève. Hein. Faut se remettre dans le contexte de l'époque, et pour le déléguer, il suffisait de monter sur la chaise, de prendre la parole, et il y avait 300 personnes qui se mobilisaient. Bon, le jour où je me suis syndiqué, ma carrière, pendant les 30 années qui ont suivi, elle n'a pas bougé. Mais je ne fais pas exception à la règle, hein. Il y avait les journaux politiques, aussi bien le Parti socialiste que le Parti communiste. Il y avait La Voix des Bibes, c'était le journal des communistes, qui se diffusait, qui s'arrachait des mains. C'était le journal qu'il fallait lire sur l'établi, ouvert, au vu et aux yeux de la hiérarchie, justement. Et quand il y avait un petit chef souvent qui était mis à l'index, bon, ben là, c'était découpé, agrafé. Donc il y avait une émulation politique dans cette entreprise. Les syndicats ont beaucoup parlé en mal des patrons. C'était peut-être leur travail, je ne sais pas. J'étais pas de ce côté. Et pourtant, j'étais imprégné par les actions de mon père, qui a eu, bien sûr, en 1936, les congés payés, etc., une avancée énorme. Donc j'étais plutôt pour le syndicat que contre le syndicat, à condition que ce syndicat ne se mettent pas en opposition continue avec le patron. Qu'est-ce qu'a dit le speaker, le premier homme qui a atterri dans la Lune? Et je vois ma femme toute excitée, Guy, formidable, ça y est, l'homme arrive dans la Lune, le champagne est prêt. Je dis, écoute, t'es bien gentil avec ta Lune, moi je suis crevé, je vais me coucher, t'es minable. Et alors j'ai été me coucher, et puis à 5h du matin, elle est venue me réveiller, ça y est, ça y est. J'ai vu le premier homme atterrir en direct sur la Lune avec son espèce de costume, là, faisant ses grands bonds comme ça. Et le speaker a dit, regardez, c'est formidable, on dirait un bibendum. Même personne n'a relevé le truc, vous vous rendez compte, la pub gratuite pour Michelin, là. Bibendum. Au train où vont les choses, le centaure, cet être mythologique au corps de cheval et au buste d'homme, sera bientôt remplacé par l'homme-voiture. Une tête qui pense et des roues qui tournent, tel est le portrait schématique de l'homme moderne qui passe de plus en plus de temps au volant de sa voiture, en ville ou sur la route. Comme le centaure, vous devez faire corps avec votre voiture, et celle-ci doit répondre sans délai au plus instantané de vos réflexes. Un premier choc pétrolier se produit en 1973. Pendant la guerre du Kippour, les pays arabes, membres de l'OPEP, annoncent un embargo sur les livraisons de pétrole contre les États qui soutiennent Israël. Cette pénurie suscite une panique. Les prix poursuivent une ascension rapide.
La situation ralentit l'ensemble de l'économie mondiale, alors qu'elle était en progression continue depuis la fin de la guerre. America is welcoming Michelin. Une des forces de François est de comprendre que le monde évolue, qu'il sera différent dans les années futures. Il est l'initiateur du développement aux États-Unis et s'attaque à un marché industriel de plus de 200 millions de pneus, alors que la firme n'est qu'en 6e ou 7e position mondiale. La décision de s'implanter sur le continent nord-américain se passe par l'intermédiaire de deux grandes entreprises, Ford, qui souhaite équiper ses voitures de pneus radio en première monte, et le grand distributeur Sears. François, ça a été le génie de Michelin dans la succession. C'est 20 ans glorieux. C'est 60-80 glorieux. 10e mondial en 60, premier un peu après 80, on va dire. Enfin, mentalement, on était déjà premier en 80. Donc je vais voir Ferrari, et je dis à Enzo Ferrari, voilà ce que je faisais avec Renault. Si vous faites en compétition ce que vous faites pour mes voitures de grand tourisme, on équipait la Daytona à 100%, vous allez écraser la concurrence. Quand est-ce que vous rentrez en Formule 1 ? Non, il n'y a pas question de rentrer en Formule 1. Il n'était pas question de rentrer en compétition officiellement. Puis finalement, Renault décide de rentrer en Formule 1 en 77, et là Ferrari me convoque. En 77, au Grand Prix d'Italie, il me fait appeler, je vais à Maranello le lundi matin, il me dit « Ingénieur, maintenant je comprends que vous êtes en Formule 1. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir des pneus Michelin ?» Champion du monde en titre quand même. Merci Commendatore. Et je dois dire que c'est grâce à ces deux partenaires-là, Renault d'un côté et Ferrari d'un autre côté, qui tous les deux ont eu foi. Si on n'avait pas eu ces deux partenaires-là, on ne décollait pas. Et on n'aurait jamais été au bout de notre technologie, de notre développement. Et là, non seulement on a été au bout, mais on gagne avec Ferrari 5 courses. Les Renault étaient performantes, brillantes, mais les moteurs turbo, partaient en fumée sans arrêt. Donc on ne gagne pas grand-chose avec eux, si ce n'est à Dijon, mais en 78. Mais autrement, on gagne 5 courses en 78, on est champion du monde en 79. Et là, on pouvait plier les Gaules, c'était terminé. CQFD, nous avions montré qu'un pneumatique Michelin radial sur une Formule 1 pouvait être champion du monde. Ça faisait une bonne publicité, voilà, on va dire ça comme ça. Chez Renault, le fait que Michelin fournisse des pneus compétition, une partie gratuite, une partie payante, avec des grosses remises, faisait que derrière, on avait souvent des parts de marché meilleures. Enfin, tout du moins, moi, je le voyais comme ça. On était tellement sur notre lancée que le choc pétrolier de 73, on n'a rien vu. On était sur... Donc on s'est réveillé dans les années 79-80 au deuxième choc, là, avec une grosse baffe. Il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus d'usine à grimper, alors qu'on crée une usine tous les ans. Créer une usine tous les ans dans un pays étranger, c'est une fourmilière branle-bas de combat. C'est dans un petit bureau, 100 personnes qui travaillent sur une planche à dessin pour reconstruire. C'est une vraie fourmilière. Mais bon, alors quand on a voulu reprendre le Brésil dans les débuts 80, fin 79, ben là, ça faisait un grand moment qu'on n'avait rien fait à l'extérieur. Donc tout le monde avait envie de partir au Brésil. Si on les avait écoutés, on serait parti 500. Et on serait arrivé 10 000 en arrivant au port, mais bon. On est en plein dans cette période où après un développement très très important en Europe, ces technologies s'adaptent aux besoins du continent nord-américain et du continent sud-américain. Puis c'est encore le moment où on va voir se développer dans ces technologies radiales des applications au niveau aéronautique, des applications au niveau du génie civil, secteur qui n'avait pas encore été touché par cela. Nous avons énormément dans cette phase de contact avec des constructeurs mondiaux pour justement adapter pneumatiques, suspension. Mais en 1982, précisément l'année où je rentre chez Michelin, il y a le premier plan social, c'est-à-dire que pour la première fois, Michelin est amené à envisager de réduire ses effectifs. Michelin ne voit pas venir la crise du début des années 80. Le groupe enregistre des pertes et l'entreprise doit licencier. À Clermont-Ferrand, les effectifs vont passer de 30 000 à 15 000 salariés en 15 ans.
C'est comme un vélo, si vous arrêtez de pédaler, ça tombe. Alors comme on ne sait pas faire, quand c'est nouveau, souvent, alors là, c'est la calotte la plus complète. On a envoyé à la porte plus de bons que de mauvais. Imaginez que toutes les secrétaires de service, moi que j'ai connues pendant 20 ans à l'époque, c'est ce qu'on appelle le dévouement absolu. Elles étaient toutes célibataires. Toutes dévouées, mais obligatoires. Dévouées, corps et âme. Elles faisaient les mêmes horaires que leur chef de service, plus même. Moi, je me souviens très bien. Elle marchait tellement vite que quand il pleuvait, elle faisait comme les roues, comme les vélos qui n'ont pas de garde-boue. Vous savez, ça vous crépit tout le dos. Là, ça lui crépit toutes les jambes à l'arrière, tellement qu'elle marchait vite, elle tricotait. Quand il y a eu les grands départs chez Michelin, qu'on a fait partir des tas de gens dans des conditions qui frisent l'indigne, entre autres nos vieilles demoiselles qui avaient fait la richesse de chez Michelin parce qu'elles étaient extrêmement dévouées, ne comptaient pas leur temps, etc. Et ça a été perdu, surtout que ça n'a pas été fait sur des critères, des bons critères. C'était pas parce que la personne n'était pas capable qu'elle a été licenciée, c'était parce qu'elle ne plaisait pas à des cheffaillons. Pas un chef, je dis des cheffaillons. Et c'est vrai que ça a été très très mal perçu parce que nous, on les connaissait ces personnes dans notre travail. On savait professionnellement ce qu'elles valaient, si elles étaient bien ou pas bien. Et je pense que ça a été vécu par tout le personnel comme une trahison. Ça a été le premier désamour. Vous savez, vous avez le super-chef qui contamine le chef, qui contamine le sous-chef, qui contamine le deuxième pompe. Mais je pense que ça remonte très loin, ça remonte à l'époque où le patron il descendait à l'atelier, il serrait la main et l'ouvrier il était dans un tel état de dépendance qu'il serrait la main du patron, il allait s'en glorifier pendant 3 mois. Et vous comprenez, à partir de ce moment-là, effectivement, le patron il ne peut pas vous faire une vacherie, c'est pas vrai. C'est pas vrai, si on vous fait une vacherie, c'est forcément à son insu. D'un seul coup, le climat qui avait été instauré par cette assurance d'un travail à vie chez Michelin, manifestement, ne pouvait plus être tenu, était remis en cause de façon assez drastique et importante, puisque c'était plusieurs milliers d'emplois qu'il fallait supprimer. Et puis le comportement de Michelin lui-même, qui n'était plus dans cette situation d'être quasiment infaillible, mais qui était comme les autres, qui était vulnérable, et qui était soumis, là aussi, si certains l'avaient oublié, c'était un rappel à l'ordre assez violent, était soumis aux lois du marché. François entend donner une image de lui à l'écoute des salariés, en même temps qu'il attache une très grande importance aux actionnaires. C'est fondamental, parce que c'est eux qui prennent les risques. Songez à la monstruosité que constitue l'impôt sur les fortunes. L'État va taxer ceux grâce auxquels l'entreprise existe. L'entreprise cherche à baisser ses coûts de production pour gagner des parts de marché sur l'international et rachète certains de ses concurrents. La firme a de plus en plus besoin de fonds de roulement qu'elle trouve sur les marchés financiers et dans les fonds de pension. Licencier des salariés permet de ramener des investisseurs, de privilégier le rendement. Chez Michelin, on aime bien les faits et pas trop les idées ou on respecte des faits. Tant que c'est pas vérifié par un fait, c'est pas admis comme vérité. Édouard, le fils de François, entre dans le groupe en 1985. Diplômé de l'école centrale, il a 22 ans. Comme son père, Édouard a fait le parcours initiatique de formation dans les usines et les réseaux de distribution Michelin. Il est formé aux États-Unis par Carlos Ghosn. En 1986, François appelle l'ingénieur René Zingraf à la cogérance du groupe. Je voyageais quand même 2 à 3 fois par an entre la France et les États-Unis. Chaque fois que je passais la douane ou la police pour rentrer aux États-Unis, j'avais le droit à la question « Qu'est-ce que vous venez faire aux États-Unis ?» Donc j'expliquais que je travaillais chez Michelin. Et Michelin, tout de suite, c'était le pneumatique, ça, dans l'histoire des Américains. Par contre, l'origine de Michelin n'était pas aussi claire que ça. Et plusieurs fois, je me suis entendu dire « Ah, mais c'est une entreprise allemande ». Et pourquoi c'était une... Alors je posais la question, mais pourquoi vous pensez que c'est une... Ah ben parce que c'est un produit de qualité. En 1988, un important conflit secoue l'entreprise. Après la décision d'une augmentation salariale de 20 centimes de francs de l'heure, les ouvriers professionnels jugent cette annonce très insuffisante. Ça a été la douche froide. Ils redescendent dans les ateliers, où les gens sont peut-être un peu plus coléreux que d'autres. Ils se sont mis en grève tout de suite, et ça a fait boule de neige.
Le 20 avril, plus de 2000 personnes traversent l'usine des Carmes. Nous ne voulons pas l'aumône, mais de véritables salaires. Les médias entrent dans l'usine. Et la France découvre le conflit Michelin des 20 centimes. Et le chant des ouvriers, François, des sous. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai assisté dans toutes mes années de syndicalisme à l'usine à des brutalités vis-à-vis des cadres supérieurs. Eux, ils ont été bousculés, certains jetés par terre dans la cohue. Pour nous, c'était une aumône. Et ces pièces étaient percées, attachées dans les ateliers, vous voyez, avec un ruban. Remember, souviens-toi de ces histoires de ces 20 centimes. C'est quelque chose qui est resté dans la tête des gens et c'était un conflit dur. Devant le refus de l'entreprise de négocier, le conflit se durcit. François ne cède pas, mais ils seront nombreux en 1988 à avoir des salaires valorisés. En 1991, François cogère la firme avec son fils Édouard et René Zingraf. En même temps, Michelin annonce 16 000 suppressions d'emplois, suivant le modèle d'un monde livré à la domination libérale. La maison prend pied avec des unités de production installées au Japon et en Thaïlande. L'entreprise augmente sa présence aux États-Unis et achète Uniroyal Godrich. Elle prend la dimension d'une multinationale. À partir des années 90, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur l'organisation. On est passé d'une organisation qui était essentiellement une organisation à la fois métier et géographique à une organisation marché. C'est-à-dire que c'est le marché qui est devenu vraiment la base même de l'organisation, selon la nature des produits, selon les zones, etc. Et ça induit une redistribution des rôles et des responsabilités qui a été quasi complète et totale, quoi, au niveau de... Tout le monde a changé de métier ou de responsabilité, ceci en quelques semaines. Après un trou noir entre 1993 et 1996, et à nouveau 10 000 suppressions d'emplois, le groupe confirme son redressement. En 1995, Michelin fournit les pneus qui équipent la navette spatiale américaine. À 28 000 km/h dans l'espace, ce pneu ne s'use ni au décollage ni en plein vol. Il n'est utilisé qu'une fois. Michelin ouvre une usine en Chine en 1996. Et en 1997, les pneus Michelin Air équipent les deux plus grands concurrents du marché aéronautique, Boeing et Airbus. François avait donné la règle. Règle numéro 1. Si on va dans un pays, on s'adapte au pays. On parle la langue du pays, c'est pas les autres qui vont parler notre langue. Alors, il y avait eu des exceptions au départ. Quand on a créé l'Europe de base, c'est-à-dire Grande-Bretagne, toutes les formations étaient à Clermont-Ferrand. On va dire que tous les cadres parlaient français. Hein. Mais l'expansion internationale a été tellement rapide qu'on ne pouvait pas demander à tous ces braves gens canadiens, américains, brésiliens, chinois, japonais de parler français. Ça c'est pas pensable. Alors donc, ceux qui sont destinés à partir à l'étranger, ils ont ce qu'on appelle l'immersion. Et l'immersion fait que, au bout d'un certain temps, de gré ou de force, vous parlez la langue dans laquelle vous allez travailler. J'ai eu l'opportunité, quand j'étais directeur à l'usine de Greenville, d'être présent quand M. Michelin a visité l'usine. Pour la plupart de nos employés, c'était la première fois qu'ils ont vu M. Michelin. C'était comme ils ont rencontré un grand-père
qu'ils n'ont jamais rencontré avant. Et c'était très émotionnel. Beaucoup ont exprimé le fait que grâce à sa décision d'entrer en Amérique du Nord, eux, ils ont eu un emploi qui était intéressant, qui était important pour leur famille, et qu'ils veulent vraiment exprimer leur sentiment de gratitude. I remember when I was governor of South Carolina, my wife and I and our Quand team j'étais gouverneur de Caroline du Sud, ma femme et moi, notre équipe de développement et des chefs d'entreprise, nous sommes allés en France pour visiter le siège de Michelin à Paris. Et ensuite, on a passé quelques jours à Clermont-Ferrand pour voir les installations. Un soir, M. Michelin et moi, nous sommes allés dîner. Il est passé me chercher lui-même dans sa petite 2 chevaux Citroën. Il m'a conduit dans la montagne où se trouvait le restaurant. Je me demandais si on allait réussir à monter, mais qu'à un, on y est arrivé. Et là, on a passé une formidable soirée tout en dînant. C'est à partir de ce moment-là que François Michelin est devenu un ami personnel, un ami proche. Nous avons discuté de la valeur des hommes. La valeur des hommes n'est pas liée au fait de gagner de l'argent. Mais grâce à eux, on peut assurer le bonheur de la société et d'autrui. Je pense que c'est complètement lié à sa conception humaniste. Il ne pense pas qu'aux gens de son entreprise. Il pense aussi à la société tout entière. C'est pour ça que tous ces produits sont d'excellente qualité. Si ce sont les meilleurs, les plus novateurs, c'est pour servir la société et les hommes. Ce qui m'a frappé chez lui, c'était sa vision du long terme, qui était permanente dans toutes ses réflexions. Imaginer ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, qui va d'ailleurs avec son esprit de créativité, je crois, d'imaginer l'avenir, etc. Et si vous voulez, et la constance dans ses valeurs de base. C'est quelqu'un qui n'a jamais dérogé, à ma connaissance, ses valeurs de base, qui les a toujours défendues, que ce soit vis-à-vis des plus grands de cette terre ou des plus humbles. Il a été d'une grande constance dans tout ce qu'il a fait. La maison l'a choisi. On ne sait pas pourquoi, mais c'est un peu la providence, quoi. C'est un peu, je sais pas. C'est le mythe Michelin. Alors d'un côté la famille, d'un autre côté il parle de la maison, la famille, mais en même temps il y a le client qui est toujours le roi, le client roi, client roi, client roi. Donc on voit bien qu'il y a, nous on est là uniquement pour apporter la substance au client, c'est-à-dire le produit fini. D'ailleurs, on a une feuille de paye, nous, on est les seuls en France à avoir des feuilles de paye, prix payé par le client pour votre travail. On a des feuilles de paye historiques, nous, qui ont duré quelques mois. Bon, il a été obligé de remettre feuille de paye, mais on avait prix payé par le client pour votre travail. Moi, je pense qu'il a été un grand patron, quand même. Je verrais comme un grand patron. Il a bien pris en compte tout ce qu'il a, enfin, tout ce qui, au niveau commerce et tout, je pense que c'était très bien. Il a été dommage que, par faute d'argent, des actionnaires sont venus se greffer sur les capitaux, parce que là, l'esprit a complètement changé. On n'a plus tenu compte de l'humain, on n'a plus tenu compte que de l'argent. Et c'est dommage. J'ai du respect pour l'homme en tant que tel, parce que bon, tout est très respectable. Je n'ai pas d'animosité contre la personne en tant que telle, mais je trouve que lui n'a pas eu beaucoup de respect pour son personnel, par contre. Parce que quand il faisait des grandes déclarations, notamment au moment des distribution des médailles ou pour le Nouvel An, etc., qui disait qu'il avait passé dans les usines, il avait passé dans certains ateliers, il avait travaillé même, on le disait qu'il avait enfilé les bleus de travail, etc. Bon, on peut enfiler les bleus de travail sans jamais rien voir autour de soi. Moi, je ne sais pas, moi, j'ai jamais compris un type comme ça qui se revendiquait encore d'une culture chrétienne. Alors là, moi, ça me tombe. Leur philosophie, elle est basée sur le respect de la personne, sur l'amour du prochain, etc. Mais n'allons pas jusque-là. Je ne lui demande pas d'aimer ses ouvriers. Encore que. Moi, j'ai forcément, comme beaucoup de salariés, un grand respect pour François Michelin parce que les patrons Michelin n'ont jamais été des patrons frimes.
L'entreprise, elle était en partie à lui, pas complètement quand même, mais en majorité, elle appartient aux actionnaires, mais elle était en partie à lui. Et c'est quand même quelqu'un qui a donné sa vie à l'entreprise aussi. Je veux dire, venir bosser chez Michelin quand on a des millions ou des milliards, on pourrait peut-être aller sur la plage, rouler en grosse voiture ou que sais-je. C'est peut-être d'ailleurs ce que feraient beaucoup de Français. Et bien lui, non. Lui, il a fait des pneus, il a fait fumer des usines, il a fait de l'industrie. Donc forcément, ça impose le respect. François Michelin laisse la place à son fils Édouard en 1999, à la veille de ses 73 ans. Il est l'héritier absolu de la grande famille et porte le prénom d'Édouard, comme son arrière-grand-père, cofondateur de la manufacture en 1889. Pour les actionnaires ici présents, c'est un moment unique, qui n'est pas lié à ma personne, mais qui est lié à l'histoire de cette famille qui, depuis 120 ans, a construit quelque chose de remarquable en partant d'une entreprise qui était en faillite. Mon grand-père m'a raconté qu'il avait été très frappé quand il avait été voir si on pouvait sauver l'entreprise familiale qui, à l'époque, fabriquait un peu de caoutchouc, mais aussi des machines agricoles. En entrant dans l'usine, il est entré dans un jardin où il y avait 2 ouvriers, 2 Auvergnats, qui ont été effrayés de le voir arriver. Ils lui ont dit, écoutez, monsieur Michelin, surtout ne dites pas au gérant de l'époque que nous sommes là, parce que c'est défendu que nous venions là. Alors le grand-père a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en train de faire bouillir une tête de cormier pour faire des dents d'engrenage. Il dit, mais pourquoi on n'achetait pas ça en ville? Ça existe. Oh, monsieur Michelin, c'est pas possible. Les gens de la ville nous le vendent beaucoup trop cher et c'est pas bon pour la maison. Et mon grand-père m'a dit, avec des hommes comme ça, on peut faire de grandes choses. Eh bien, nous y sommes. Les racines auvergnates de Clermont se sont répandues dans le monde entier. Le souci du client, le souci de l'avenir de la maison et ce bon sens qui méprise l'autorité quand elle ne fait pas son boulot. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi cette maison s'était développée avec cette force. Le souci des hommes, parce que rien ne se fait sans les hommes. Cet être mystérieux, capable de s'adapter, de grandir, parfois de se détruire aussi, malheureusement. Qui n'a rien d'une ressource humaine. C'est un être vivant, en croissance, en relation, et qui demande simplement que l'on le considère comme tel. Édouard Michelin devient le patron du groupe, avec les 2 co-gérants, son père et René Zingrin. Il provoque une polémique en annonçant en septembre 1999 des bénéfices en hausse de 20%, en même temps que la suppression de 7500 postes en Europe. L'expression de licenciement boursier est largement employée. À partir de cette maladresse, Édouard change l'image de l'entreprise. Il ouvre des négociations sociales, négocie la mise en place des 35 heures, propose un plan d'actionnariat salarié et relance le comité d'entreprise européen. Parallèlement, il réorganise l'entreprise et ouvre des usines en Chine, aux États-Unis, en Russie, en Amérique latine et en Inde. On lui doit également le retour de la firme en Formule 1. Ce qui a changé, c'est que maintenant, c'est pilotage tableau de bord, réunion tous les matins, bilan tous les semaines. Donc, la part, on va dire que c'est un petit peu comme dans les grandes distributions. Faut pas compter que si vous n'avez pas réalisé vos objectifs à 3 mois, à 6 mois, vous n'allez pas vous rattraper à 9 mois et à 12, donc vous êtes condamné. C'est un petit peu... c'est la course à l'échalote. Tous les mois. On a vu un tournant, nous, par contre, hein, quand Édouard Michelin est arrivé. Un tournant dans la méthode
dans la façon de faire, je pense un peu la communication sur un sujet et par derrière, on a une attitude ou des actions contraires. Mais on communique sur quelque chose, c'est très fort. C'est, je pense, le système américain. Je pense qu'avec Carlos Ghosn, il s'était bien imprégné de toute cette culture. Et nous, ça a perturbé le commun des mortels, parce que dans la façon de communiquer avec nous, ça a changé. J'ai le sentiment que la discrimination syndicale s'est arrêtée autour des années 2000. Avec l'arrivée aux manettes d'Édouard Michelin, il y a eu une forme de réalité qui s'est imposée dans l'entreprise. Édouard a, selon moi, considéré que les syndicalistes étaient au mieux un moindre mal ou une façon peut-être d'aborder certains dossiers socialement avec les salariés, ou au moins une façon de faire émerger les frustrations qui est peut-être pas la pire de toutes. Donc depuis l'an 2000, je crois qu'il en a été mis un gros coup de frein sur la discrimination, tous syndicats confondus. En 2003, Michelin est leader mondial du pneu, avec plus de 19% des parts de marché. Le chiffre d'affaires consolidé pour l'année est de plus de 15 milliards d'euros. Édouard appelle Michel Rollier à partager la cogérance dans la perspective du départ à la retraite de René Zingrave. La même année, Michelin équipe le nouvel Airbus A380. Le 26 mai 2006, Édouard disparaît brutalement dans un accident de pêche, en pleine mer au large de l'île de Sein dans le Finistère. Clermont-Ferrand est sous le choc. Toute la ville se fige pendant les obsèques qui rassemblent plus de 8000 personnes. Le décès d'Édouard Michelin restera quand même un traumatisme énorme. On était une boîte qui avait une boîte mondiale, une boîte des tout premiers mondiaux, qui avait un des patrons les plus jeunes au monde et qui l'avait pour de nombreuses années. C'est rare les boîtes qui ont un patron d'une quarantaine d'années et qui savent... Enfin nous, Édouard, on pensait le garder jusqu'à 70 ans, comme son père. Michel Rollier, diplômé de Sciences Po, qui a rejoint le groupe en 1997, devient à 61 ans le seul et unique gérant de l'entreprise. S'il n'est pas un descendant des fondateurs, il fait partie de la famille. Son père a longtemps été le co-gérant de François. À la suite d'Édouard, Michel Rollier lance en septembre 2006. La compétitivité des usines européennes reste insuffisante. Michelin doit réaliser 20 000 départs à la retraite jusqu'en 2010. J'avais qu'une envie, c'était partir au plus vite, parce que tout se dégrade aussi dans la société. Donc il n'y a pas que dans l'entreprise, donc c'est un peu général. Tout un tas de valeurs qui ont foutu le camp, et aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc il y a tout ça. Moi, et puis c'est dégradé, les conditions de travail sont dégradées, les gens ne se parlent plus, il y a tout ça, quoi. C'est un tout, c'est plus comme avant. Moi j'ai surtout vu partir à la retraite, cette génération d'ouvriers qui avaient connu des conditions de travail très très dures, vraiment dures physiquement, dures pour la santé, et qui en partant en étaient quasiment nostalgiques. C'est ce qui est un petit peu étrange d'ailleurs, c'est un peu comme les mineurs qui nous racontent l'enfer vécu sous terre et puis qui pleurent quand ils partent à la retraite. Moi j'ai vu cette génération partir à la retraite, ça a été un petit peu, ça a été une bonne expérience de voir ce monde industriel qui n'existera plus maintenant, et avec des véritables personnalités. Moi j'ai vu des salariés des syndicalistes hyper revendicatifs par rapport à Michelin, des vrais durs, quoi, des vrais durs avec une bonne dose de mauvaise foi comme on peut l'avoir nous les syndicalistes parfois, et qui dans le même temps, en même temps qu'ils crachaient sur l'entreprise, collectionnaient les objets Michelin. On me traite de Michelin parce que je ne suis jamais en retard. Attendre quelqu'un ne me gêne pas. Faire attendre quelqu'un, ça m'est insupportable. Je suis toujours plutôt en avance. Je m'assois sur un banc, mais j'attends, ça ne me gêne pas. Je pense que c'est une empreinte, Michelin, ça. Le social n'est plus du tout ce qu'il était. Donc il faut qu'on puisse travailler, à mon avis, et avoir de l'assurance. L'assurance d'être soutenu, une confiance. On sait qu'on peut compter sur quelqu'un, sur quelque chose, surtout sur quelqu'un, sur son patron. Alors ça, c'est vraiment important, je crois que ça n'existe plus, ça.
Quand on est en haut, c'est beaucoup plus difficile d'y rester. Hein. C'est comme les civilisations, quand on est arrivé au summum, après, on a quand même souvent... alors, il ne faudrait pas qu'ils tombent. Hein. Pour tous mes collègues, ça serait dommage. Parce que c'est dur de rester toujours au top du top. C'est beaucoup plus dur que de... Parce que vous n'avez plus personne devant vous pour vous tirer. Hein. Quand vous êtes le deuxième, vous savez que vous avez encore des efforts à faire. Quand vous êtes premier... Moi, j'ai le sentiment d'une entreprise qui, sous la menace de nouveaux venus asiatiques, prendra des décisions difficiles d'un point de vue industriel. Il y a des nouvelles machines qui sont sorties. Maintenant, vous savez, il y a différentes façons de faire des pneus. Il y a des façons plus ou moins industrielles, plus ou moins artisanales. Il y a des systèmes qui permettent de faire des pneus en grande série, des systèmes qui permettent de faire des pneus en petite série. Il y a une foultitude de systèmes et aujourd'hui, celui qui paye, il peut s'acheter une usine, il peut se monter une usine. Il y a des moyens d'être très rapidement rentable. Le monde est en train de changer et la grande partie de la croissance dans le marché pneumatique et en particulier en poids lourd va être en Inde, en Chine, dans l'Asie de Sud-Est, en Brésil et dans les pays en Amérique du Sud. Et en fait, le plus grand marché du monde aujourd'hui pour les pneus poids lourds, c'est la Chine. Par exemple, en Chine, la part de voitures dans les dernières 6-7 ans a monté de 20 millions à 50 millions. Et aujourd'hui, 80% des voitures achetées en Chine, c'est la première voiture achetée par la personne. J'ai parlé avec une femme qui est un chef d'atelier dans notre usine en Chine. Elle m'a expliqué il y a 2-3 ans que lui, elle et son épouse, qui aussi travaille dans l'usine, étaient en train d'acheter leur première voiture. Et bien sûr, dans beaucoup de nos usines dans l'Ouest, en Europe, en Amérique du Nord, tous les employés ont des voitures. Et là, on a un chef d'atelier qui arrive au point dans sa vie et dans l'évolution de la société où elle peut pour la première fois acheter la voiture. J'ai vu cette femme un an plus tard et j'ai demandé comment ça s'est passé. Elle m'a bien expliqué que maintenant le trajet au travail, au lieu d'être sur la bus pour 1 heure, maintenant c'est 20 minutes. Bien sûr, ça change la vie beaucoup.